Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission Le Point. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, Le Point est cette tribune consacrée aux journalistes et aux analystes politiques pour passer au peigne fin les sujets qui ont marqué la semaine. Il sera question pour nous ce soir, mesdames et messieurs, de parler de l'échec de l'opposition, tout juste après l'élection présidentielle dernière. Il sera question avec nos invités d'analyser les pour et les contre de cet échec, de l'inculpation également des confrères Zeusia Zadovo, Carlos Keitaou et Abi Elfa par la justice togolaise. Et il sera encore question, mesdames et messieurs, dans cette émission de parler de la recrudescence des braquages à Lomé. Ça pullule un peu partout. Et enfin, nous allons aborder l'actualité internationale avec la situation qui prévaut en Guinée et au Congo-Brazzaville. Pour nous accompagner, mesdames, messieurs, ce soir, nous avons Ildefonse Apaki, directeur de publication du journal La Gazette du Golfe. Ildefonse, bonsoir. Bonsoir Daniel, bonsoir à tous les téléspectateurs de RTDS. Également sur ce plateau, le pasteur Kossi Agoudavi, il est l'ex-président du Conseil national du collectif des associations de la société civile et des organisations syndicales du Togo, entendez la CASTCON. Bonsoir, pasteur. Bonsoir et bonsoir téléspectateurs, téléspectatrices. Et ensemble, nous allons. Voilà. Ensemble, nous allons, mesdames et messieurs, ouvrir les débats avec l'échec de l'opposition. Donc, on essayé d'analyser plus ou moins cet échec de l'opposition. Est-ce qu'aujourd'hui, Ildefonse Apaki, on pourra parler de l'échec de l'opposition après la présidentielle dernière? Je ne sais pas quel esprit t'a inspiré. Vous avez mis échec de l'opposition, mais je crois que je suis très jeune, mais j'ai essayé de suivre à la lettre la lutte amorcée depuis le 5 octobre 1990. Et s'il faut se prononcer sur cette lutte, moi je ne parlerai pas d'échec, je parlerai d'un résultat mitigé. Je reconnais qu'il y a eu des ratés, je reconnais qu'il y a eu des erreurs. Et je crois que la lutte continue, puisque en face, ceux qui ont pris la lutte, pour la plupart, ceux qui ont été les devanciers, pour la plupart ne sont plus sur la scène. Je veux parler d'Edem Kodjo, Léopold Nevi, Maître Ovia Goïbo, Gilchrist Olympio, qui à un moment donné avait pris les devants, mais qui aujourd'hui, je peux dire entre guillemets, qui sont venus à la retraite. Et donc, c'est vrai que, comme je l'ai souligné tout à l'heure, il y a eu des ratés, il y a eu des erreurs aussi qu'il faut corriger pour la suite. Voilà. Oui, mais est-ce que quand on parle de raté, l'opposition promettait beaucoup de choses depuis la prise du pouvoir du général Yassimbe Yadema? Ça fait longtemps que le même régime est au pouvoir, alors que l'opposition doit se battre pour aboutir à cette alternance. Aujourd'hui, on n'a pas cette alternance, on ne peut pas parler d'échec. Je reconnais qu'en politique, il faut un rapport de force. Mais est-ce que, justement, il y a eu ce rapport de force? C'est la grande question. D'un côté, on a un parti entre-temps qui était parti État, qui après 90 est devenu un parti politique qui a rassemblé un certain nombre de citoyens, qui a tout ce qu'il faut. Ce parti, dès sa naissance jusqu'aujourd'hui, même si à un moment donné on a fait semblant de transformer le RPT en UNIR, c'est le même système, puisque c'est les mêmes hommes qui sont là et qui font semblant de gérer le pays, tout comme si ce qui s'est passé hier n'est plus de mise aujourd'hui. Ce parti qui avait tout, l'armée, le pouvoir, l'Assemblée et presque toutes les institutions, en face d'une opposition qui pratiquement n'a rien. On peut parler à un moment donné de ce que l'opposition a manqué de moyens pour réaliser l'alternance. Mais aujourd'hui, quand moi je parle d'un résultat mitigé, c'est par rapport à la présidentielle d'avril dernier, où on sent que le peuple togolais, plus que jamais, a cette envie-là d'alternance. Voilà. Et pasteur, vous partagez son point de vue, on parle de résultats mitigés ou d'échecs complètement, selon vous? Je remercie beaucoup votre personne, mon cher Daniel, ce jour, pour cette invitation. Échec ou mitigé, la politique globalement au Togo et en Afrique, on a les mêmes colorations.
George Santayana disait, those who cannot remember the past are condemned to repeat it. Depuis 90, c'est les mêmes action-réaction, action-réaction, action-réaction. Et échec ou mitigé, bilan mitigé, ça, moi j'aurais plus un regard très spirituel sur la situation au Togo. En réalité, nous avons tellement d'intellectuels au Togo, mais nous n'avons pas de sages. Il n'y en a pas de sages. C'est ça qui est le grand problème. Et l'échec, c'est pour la population. C'est la population qui se bat pour répondre ou satisfaire ses besoins, les besoins élémentaires, mais que le politique continue de phagocyter. Et à un moment donné, l'orientation ne plaît pas globalement à toute la nation. C'est pourquoi le regard politique que je peux envoyer ici n'est rien d'autre que l'échec spirituel, c'est-à-dire le non-attachement des individus à Dieu. Parce que la société, la politique se définit comment? C'est l'art de gérer la cité. C'est l'art de gérer la cité. Voilà. Si c'est l'art de gérer la cité, en réalité, qui sont ceux qui gèrent mieux la cité? Ceux qui gèrent mieux la cité, ce sont les hommes de Dieu. C'est les hommes de Dieu. Voilà. C'est les hommes de Dieu. Et si les hommes de Dieu donnent des directives et que les gens refusent délibérément, compte tenu de leur instinct, compte tenu de leur projet d'assouvir à des satisfactions individuelles, alors la société va souffrir. Oui, mais est-ce que si ces directives, par exemple, données par les hommes de Dieu ne sont pas acceptées même par les politiques, c'est pas dû au comportement que ces hommes de Dieu adoptent? Parce qu'on voit, par exemple, à la dernière présidentielle, on a vu certains hommes de Dieu verser de l'huile d'onction sur le portrait de certains candidats. Est-ce que ça donne encore une certaine crédibilité à l'homme de Dieu aujourd'hui? Justement, c'est là où il faut encore tirer la vague. Parce que je remonte très, très loin. Et c'est un paradigme, un véritable paradigme qu'il faudra changer dans ce pays. Parce que le Togo n'a jamais été ensemble. Les Togolais n'ont jamais été ensemble. Depuis, avant l'indépendance, les Togolais n'ont jamais été ensemble. Il n'y a jamais eu un chef de file au Togo. Jamais. Nous avons tous appris dans l'histoire. Quand on prend Empire Songhai de Gao, c'est quelqu'un qui est devant, tout le monde est derrière. Voilà. Quand on prend le royaume d'Abomey, c'est quelqu'un devant, tout le monde est derrière. Quand on prend le royaume Ashanti, c'est quelqu'un devant, tout le monde derrière. Est-ce que vous voyez? Pour aboutir même à la colonisation, quand les Blancs étaient venus nous prendre là, le Togo, c'est quoi? On parle de la résistance des Kabières, résistance des Agotimais, résistance des Évés, résistance des Bassa, résistance des Kokomba. C'était individuel, c'est Oui, c'était individuel. C'était individuel. Et cela permet déjà un paradigme d'individualisme qui se fonde sur des ethnies. Et c'est ça qui rejaillit aujourd'hui sur la politique. Bien sûr, ça se rejaillit sur la politique. Et ça se rejaillit dans tous les facteurs de la société. Et lorsque, oui. Bon, voilà, on va permettre à Ildefonse de réagir peut-être avant de continuer. Oui, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le pasteur qui a parlé d'action et de réaction, qui a mis un accent particulier sur les intellectuels togolais. Oui. Vous savez que je suis très interloqué quand on parle d'intellectuels au Togo. Oui. En ce moment précis. Oui. Parce que intellectuels au Togo, nous n'en avons plus. Nous avons des diplômés. Les intellectuels dans un État, c'est ce que vous avez défini. C'est des gens qui arrivaient à un moment où l'État ou le pays est en ébullition qui sortent. L'exemple du Burkina Faso en dit long. Vous voyez? Mais au Togo, aujourd'hui, nous avons remarqué que ceux que nous qualifions entre guillemets d'intellectuels sont devenus des épaves humains. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont cousu leur bouche, qui ne parlent pas.
alors que c'est eux qui devaient normalement provoquer le débat. Est-ce que c'est encore possible parce que voilà, allez-y, pasteur. Oui, vous voyez, vous me rejoignez. Vous savez, l'intelligence n'est pas sagesse. Oui. Nous avons des intellectuels au Togo, des gens qui ont appris, des gens qui ont amassé des choses dans leur tête. Et quand vous les rencontrez, et la même chose dans le corps ecclésiastique. Tout pasteur qui a appris la Bible dans la tête n'est pas forcément n'est pas pasteur. N'est pas pasteur. Et c'est pourquoi nous avons des leaderships intellectuels qui sont dans le pays. Mais personne n'est sage. La sagesse, c'est autre chose. C'est tout comme l'image de Dieu est infinie. Mais la ressemblance de Dieu est unique. Vous voyez, c'est pour cela, l'intelligence s'apprend en emmagasinant des choses dans la tête, mais la sagesse, c'est l'application. C'est l'application. Au moment où tu arrives à l'acte, quand tu ressembles à quelqu'un, tu vas agir comme la personne. Quand tu as l'image de la personne, tu ressembles, tu es comme ça, en image, comme une photo. Mais il faut ressembler à l'être humain dans son entité spirituelle qui le connecte à Dieu. Parce que lorsque vous prenez un aimant, que vous mettez dans un ensemble d'épines, toutes les épines n'ont pas besoin de se coller à l'aimant avant d'être avec l'aimant. Tout le monde va être ensemble. C'est la manière de fédérer, la manière de mettre en pratique ce qu'on appelle l'intelligence là que tu as acquise. C'est ça qu'on appelle la sagesse. Et c'est ça qui nous manque beaucoup. Voilà. Et ça là ne s'apprend pas à l'école. Voilà. Effectivement. Et Ildefonse, voilà, vous voulez continuer? Oui, je voulais continuer parce que c'est toi qui m'avais coupé. Je vous avais coupé, effectivement. Oui, n'empêche que je reprenne le fil. Alors, le pasteur a mis l'accent sur les autorités morales. Et tout à l'heure, dans son développement, il a encore fait cas des autorités ecclésiales. Mais ce qui me choque, c'est qu'à un moment donné de la vie du Togo, quand vous avez les autorités politiques qui prennent des engagements vis-à-vis de leur peuple, qui n'arrivent pas à les respecter. Je prends le plus récent, lorsque le chef de l'État, par exemple, demande qu'on fasse les assises dans l'éducation et dans la santé parce qu'on se rend compte que dans ces deux domaines clés, il y a des problèmes. Ouais. Alors, jusqu'à aujourd'hui, ces assises n'ont jamais été convoquées. Le chef de l'État qui demande à ce que l'accord signé, l'accord politique global signé, lorsqu'il est devenu le garant de cet accord, il est obligé d'aider les autres acteurs à mettre en pratique ou bien en œuvre ces réformes. Elles n'ont jamais été faites. En d'autres termes, les 68 recommandations de la CVJR également, où l'État togolais, qui est régenté par le chef de l'État, a encore pris des engagements de mettre en application toutes ces recommandations. Cela n'a pas été fait jusqu'à aujourd'hui. Quelle a été la réaction des autorités morales? Parce que dans un État, il n'y a pas que les autorités politiques, il y a des autorités morales. Qu'est-ce que ces autorités-là? Parce que si je me réfère un tout petit peu à la Bible, voyez que David, quand il a pris la femme de son frère, le prophète Nathan n'a pas attendu pour le dénoncer. Il a pris sur lui tout le courage qu'il faut pour le dénoncer. Et dans toute l'histoire chrétienne, on a vu des voix qui se sont élevées pour dénoncer l'injustice, pour dénoncer l'arbitraire, pour dénoncer les violations des droits de l'homme. Mais qu'en est-il au Togo? Parce qu'aujourd'hui, on a axé la lutte sur une lutte spirituelle, si je peux le dire, parce que les politiques n'entendent pas les spirituels. Mais encore que, il faut que ces spirituels-là, ces hommes de Dieu-là, donnent des bons exemples, soit des exemples et optent pour le courage. Parce que s'il n'y a pas le courage, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà pourquoi je me dis, c'est vrai que la lutte, vaille que vaille, est menée, mais encore que ces autorités morales prennent leurs responsabilités, surtout au Togo, puisque l'immoralité a gagné
toute la vie togolaise. Oui, voilà, les autorités morales ont pris leurs responsabilités par rapport à la veille de la présidentielle dernière. Et ils ont appelé, par exemple, le chef de l'État à opter pour des réformes, pour l'apaisement, mais cela n'a pas été attendu, on a l'impression. Vous savez, je ne prends pas la parole comme ça, mais je peux vous citer des références africaines. Je prends par exemple Monseigneur Laurent Mosengo, voilà, de la RDC, voilà, qui a dit à Kabila, vous n'avez pas gagné les élections parce que justement l'Église catholique de la RDC avait des délégués dans les bureaux de vote et sont revenus avec et les procès-verbaux et les fiches de résultats. Il s'est bataillé jusqu'aujourd'hui. Je prends l'exemple de Monseigneur Ouedraogo du Burkina Faso. Mais c'est des icônes. On sait très bien que ces gens-là ont pesé de tout leur poids dans la balance. Il ne suffit pas d'interpeller le chef de l'État et de lui dire mais il faut conduire la lutte. Voilà. Oui, vous savez, je suis très content pour ce débat et pour cette orientation-là. Tout simplement parce que je commençais une analyse qui avait été arrêtée en chemin, et cette analyse liée à nos ethnies, à nos cultures. Est-ce que vous avez réellement ce nationalisme qui est un nationalisme spirituel? Je ne parle pas de religion, parce que je ne suis pas avec religion. C'est la religion qui tue. C'est la religion qui crée des problèmes. Quand on parle, on dit que quelqu'un est serviteur de Dieu, il n'est pas nécessairement lié à une religion, parce que c'est des hommes qui créent des religions. Dieu n'a créé aucune religion sur la terre. Est-ce que vous voyez? J'ai été président du Conseil national de la société civile. Ce qui m'avait amené là-bas était terrible. Mais le Togolais est très, très, très imperméable aux choses qui doivent avantager le pays. Et il faut le savoir que il y a toujours ces deux pesanteurs. Les deux pesanteurs, nos cultures sont là, et à la communauté internationale qui rive les choses par le truchement de loges franc-maçonnes. Et lorsque vous n'êtes pas capable de marcher selon le rythme de cette communauté internationale, vous avez des problèmes. Ça, il faut que on le sache. Les pays qui ont été cités, le Burkina, j'ai donné déjà l'exemple de l'Empire Songhai de Gao, voilà, avec le Mali, tout ça là, ensemble, c'était de vrais piliers qui ont soutenu le peuple malien, le peuple burkinabé, et leur comportement a toujours accompagné ce qu'ils sont en train de faire. Mais ici au Togo, nous avons les pasteurs de l'opposition, les pasteurs du pouvoir. Ce qui n'est pas normal. Oui, ce n'est pas normal. Un pasteur, un homme de Dieu est un homme de Dieu. Quel que soit comment la personne est mauvaise, le pasteur, l'homme de Dieu, est appelé à ramener cette personne-là à la raison. Et pour que les brebis et les lions puissent manger ensemble, Isaïe 11. Bien sûr que les lions ne mangent pas de l'herbe, mais il est amené, le pasteur doit amener tout le monde à manger de l'herbe. Est-ce que vous voyez? Voilà. Bon, mais lorsque le pasteur se lève en même temps, dans sa déclaration, on sent en même temps une coloration. Comment vous pensez que c'est possible qu'on peut fédérer? Ce n'est pas possible. Moi, c'est ça qui a été mon véritable problème dans la société civile. Tels disent que il doit être les gens de ceux-là. Tels disent non. Et même ceux qui se disent chrétiens, enfants de Dieu, c'est les premiers qui m'ont combattu. Mais aujourd'hui, ils se rendent compte que le pasteur Abou David disait la vérité tout le temps. Parce que nous avons besoin d'être ensemble. Ce n'est pas le fait de faire des déclarations, faire des mémorandums, les lettres ouvertes, ce n'est pas ça l'essentiel. Ce n'est pas ça l'essentiel. Et il faut que nécessairement, lorsque je ne peux pas changer la direction du vent, I cannot change the direction of the wind, but I'm obliged to manage my sails. Je ne peux pas changer, si je ne peux pas changer la direction du vent, au moins je peux aménager mon voile.
je peux l'aménager. Mais si je sais que je ne peux pas changer la direction, mais je ne veux pas également ménager mon voile, alors j'ai des problèmes. Et ce sont ces problèmes-là que nous avons depuis 90 jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et c'est les mêmes actions, réactions. C'est-à-dire que quelqu'un dans son pays, il réfléchit selon son village. C'est-à-dire tous les leaders politiques, tous les leaders ecclésiastiques, tout le monde réfléchit comme son village. Personne ne veut se déconnecter de son leadership charismatique, traditionnel. Personne ne veut se déconnecter de ça et savoir comment comprendre les autres. Est-ce que vous voyez? Cela n'arrange pas le Togo. Cela n'arrange pas le Togo. Nous avons besoin de fédérer les forces spirituelles qui doivent conduire ce qui est intellectuel. Voilà. Sinon, nous avons des problèmes. Voilà. Il y a un autre problème aussi. Il y a beaucoup d'autorité morale. On parle de l'autorité morale qui est l'Église. Il y a aussi l'autorité morale ou traditionnelle. On parle des chefs traditionnels. Aujourd'hui, nos chefs traditionnels, par exemple, n'ont plus de valeur. Moi, j'ai assisté, par exemple, à un événement où il y avait des chefs traditionnels gagnés. Bon, on dirait des présidents. Ils défoncent à Baki. Vous savez que j'ai du mal à aborder le sujet des chefs traditionnels togolais. Parce que j'ai vécu dans des pays africains, j'ai vu l'importance que l'on accorde aux chefs. J'ai vu l'importance de la chefferie traditionnelle. À comparer avec ce que nous avons au Togo, mais ça donne la chair de poule. Parce que vous allez à une invitation en tant que journaliste où vous remarquez la présence de ces chefs traditionnels. Lors des cocktails, vous allez remarquer comment les chefs se battent pour des brochettes. Vous allez voir comment, quand il faut partager des sous, comment les chefs traditionnels se battent. À l'opposé du Noronaba du Burkina Faso, à l'opposé du roi Ashanti, qui a joué un très grand rôle dans la crise burkinabé. Du roi Ashanti. Vous voyez tout cela. Quand nous le mettons ensemble, mais excusez-moi que je dépasse ou bien que je revienne un tout petit peu en arrière. Le pasteur a développé tout à l'heure des thèses. Mais moi, je voudrais lui poser la question de savoir, il est dans le monde de ces hommes de Dieu. Est-ce que, ayant fait ce travail de fond et ayant reconnu que le Togo souffre de mal, quel a été le travail que vous avez fait aux côtés ou bien ensemble avec d'autres confrères pasteurs pour éviter que le Togo ne sombre? C'est la première question. La deuxième question, c'est que ce que moi je ne conçois pas, ce que je ne comprends pas, c'est que en face, et c'est là où je dis que 25 ans après, quand on fait le bilan de l'amorce du processus de démocratisation au Togo, moi je ne parle pas d'échec parce que en face, on a un parti politique qui régente l'État togolais depuis des lustres. Il ne faut pas oublier le côté brutal de ce parti qui a pour lui l'armée. Le problème togolais, c'est vrai qu'on peut le concevoir sous un angle purement spirituel, mais quel a été le rôle de l'armée? Cette armée-là, dont la loi fondamentale en son article 147 fait d'elle, ou bien oblige qu'elle doit être une armée neutre au service de tout un peuple. Vous vous rendez compte du rôle que l'armée a joué depuis 1963, le 13 janvier 1963. Et si nous parcourons l'histoire, vous allez voir l'intrusion de l'armée dans le jeu politique. Vous allez voir tout ce que les hommes de la grande muette, on les appelle la grande muette, mais elles n'ont jamais été muettes. Elles ont toujours fait irruption dans le jeu politique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors que tout le monde sait que pour toute armée au monde, le rôle régalien premier, c'est la protection de l'intégrité territoriale. Mais au Togo, on a comme l'impression que l'armée togolaise, loin d'être au service de tout le peuple, a pris fait et cause pour une seule formation politique qui régente l'État togolais il y a bientôt 50 ans. Oui, mais il y a plein de trucs avant de réagir, mais j'aimerais que Edelfos réponde aussi à cette question. Il y a tellement de points que vous avez développés, mais est-ce que l'opposition n'est pas comptable même de cette situation? Je crois que je ne suis pas en train de disculper l'opposition togolaise. Voilà. Parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il y a eu des ratés. Des ratés
il y a eu des erreurs que l'opposition doit corriger. J'ai même ajouté que juste au sortir de la présidentielle d'avril dernier, l'on se rend compte que ce peuple a une soif terrible d'alternance. Ceux qui sont là aujourd'hui ne veulent pas partir. Mais il ne revient qu'à l'opposition de faire le travail qu'il faut. Donc ça veut dire qu'on donne raison au pasteur Aboudabi quand il dit que la résistance est individuelle depuis l'origine. Hein? Je n'en disconviens pas. Mais je peux vous surprendre tout à l'heure, sur une chaîne de la place, le responsable du dernier parti politique, Monsieur Fulbert qui vient de naître. Voilà, je l'ai suivi ce matin. Un auditeur a appelé pour lui dire, mais est-ce que vous vous rendez compte que cette élite doit avoir un meneur? Il dit non. Il a dit non. Et moi, je crois savoir que dans un État où les choses sont aussi corsées que ça, si vous n'avez pas un meneur, ça ne peut pas marcher. Voilà. Pasteur, on va réagir rapidement. Oui, effectivement, vous savez, même au niveau de mon église, il y a également eu un recommencement. Vous savez, nous avons des églises ici jusqu'à la région centrale. On avait une 30aine d'églises. Mais un problème se posait. Chaque fois on t'appelle, viens régler problème. Viens régler problème. Viens régler problème. Donc je vais m'asseoir. Il y a un exemple qui m'a toujours marqué, est que dans une église, je suis parti m'asseoir à 19h, ça fait demain à 15h, pour résoudre des problèmes de l'église. Et qu'est-ce que j'ai constaté après? C'est parce qu'il n'y a pas une école unique pour converger les idées, les visions. C'est pour cela que j'avais ces problèmes. Alors, j'ai abandonné toutes ces églises-là pour créer école. C'est pourquoi il y a l'école Holistic School for Evangelism qui ne parle que de la vie de l'homme. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, le 31 octobre prochain, j'aurai une conférence encore à donner à ce sujet. Voilà. Est-ce que vous voyez? Donc, et à partir de cette école, les églises que nous fondons aujourd'hui, on ne m'appelle plus pour d'éventuelles résolutions de problèmes. Parce que quoi? Quand vous voulez vous engager sur un chantier, il faut comprendre les choses. Vous savez, un auteur disait, si tu veux construire un bateau, ne cherche pas à demander les matériaux qu'on doit utiliser pour construire le bateau aux gens. Mais explique l'immensité de l'océan aux gens. Explique-leur comment l'océan peut faire du mal. Comment l'océan peut faire ceci, peut faire ceci, et les obstacles qui sont dans l'océan. Et les gens seront motivés davantage à chercher les moyens pour que ce bateau soit construit. Est-ce que vous voyez? Donc, vous voyez, dans mon pays, j'ai été interpellé pour qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est première action. Et nous formons des gens dans ce sens-là pour continuer. Lorsque... C'est un travail de longue haleine. Oui, mais ça commence toujours de quelque part. Vous savez, le socialisme en Afrique, comment le socialisme est venu en Afrique? Dans les années 70, les gens avaient même honte d'aller en Union soviétique. Parce que ce n'est pas milliers que chaque année, la République socialiste soviétique accueillait des gens. Pour les étudiants africains, venez étudier. Et quand vous allez, on vous inculque leur mentalité. C'est eux qui sont revenus pour créer ce qu'on appelle le socialisme. Et ça a activé ce qu'on appelle la guerre froide, qui n'est rien d'autre que la continuité du problème de l'armée. C'est la guerre froide. Parce qu'avant les indépendances, la guerre froide était. Et tout juste à l'indépendance, tout ce qui s'est passé, les coups que nous avons, comment l'appelle-t-on, observé de part et d'autre, c'est la guerre froide. C'est la puissance extérieure qui se base sur nos terrains. C'est la guerre froide. Et lorsque cela est continué de cette manière, il faut que les chefs d'État installés répondent réellement à l'inspiration de ces deux puissances, c'est-à-dire le bloc capitaliste et le bloc socialiste. Est-ce que vous voyez? Et tout le monde a été formé à cette école-là.
Les capitalistes disent que non. Les socialistes disent que non. Donc, chaque obédience va constituer son armée en conséquence. Et si jamais, dans un pays capitaliste, toi, tu veux réfléchir comme un socialiste, mais c'est normal qu'on te fasse quelque chose. Ça, c'est l'idéologie qui continuait. Et maintenant, lorsque nous crions le discours de la bolle, et on dit que maintenant, il faut faire démocratie. Il faut faire démocratie. Un changement, c'est pas dans la rue. Il faut apprendre l'art militaire. Ça, c'est évident. Hein? Le lion est très, féroce dans la brousse. Mais on arrive à l'attraper vivant. Est-ce que vous voyez? Mais lorsque le langage qui sort de la bouche de celui qui veut changer, quand le langage ne va pas, il est évident que je tiens mon coucoupe en main. Donne le coucoupe. Donne le coucoupe. Mais si tu donnes, je vais te trancher la tête avec. Je vais te donner? Non. Non, je te trancherai la tête premièrement. C'est les réactions là qu'on constate dans notre pays. Nous avons besoin de ramener la balle à terre. Et c'est une affaire spirituelle. Accepter l'autre, c'est difficile d'accepter l'autre si tu n'as pas un cœur d'acceptation. Mais moi, ma Bible me dit dans Romains 12, verset 18, que s'il est possible, autant que cela dépend de vous, sois en paix avec tous les autres. Sois en paix avec tout le monde. Mais si tu ne peux pas brader une partie de ta personne à cause de la population qui est là, et que l'intérêt que tu as, tu veux forger, tu veux construire le bateau, qu'on dise que c'est toi qui as construit le bateau, eh bien, il est évident que les situations vont toujours s'empirer. Est-ce que vous voyez? Le pouvoir en face, sachant que cette bataille va se ranger au niveau de l'opposition, le pouvoir sait comment jouer le jeu. En jouant comment? Quand on fait adopter des tests, que bon, il y a chef de file de l'opposition, c'est une excitation. C'est une excitation à la division de l'opposition. On doit le savoir. On doit le savoir. Quand moi, je suis maintenant chef de file, j'aurai des privilèges, On connaît en profondeur la division du peuple togolais, l'individualisme du peuple togolais, fondé sur les ethnies, fondé sur les cultures que nous avons, que nous activons davantage avec les fêtes traditionnelles, que nous organisons un peu partout. Chacun se retrouve dans son identité. Ça, c'est mon identité. Et c'est difficile. Mes amis, j'ai fait une étude sur toutes les ethnies du Togo, ce que j'ai soutenu au Singapour, le comportement de toutes les ethnies au Togo. Je sais ce que je peux te dire sur chaque ethnie sur ce pays. Et ce qu'il faut dire, à chaque ethnie et ce qu'il ne faut pas dire à chaque ethnie. Il y a des ethnies, on ne le dit pas certaines choses. Mais tu peux le dire ailleurs. Mais si tu le dis, il faut le savoir que toi-même, tu te crées des problèmes. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pour nous dire que nous devons tout faire pour connaître chacun de nous avant de pouvoir avancer. Voilà. Sinon, les développements intellectuels que nous faisons là, nous faisons des développements pour un groupe zéro. Voilà, il défonce. Une dernière réaction pour qu'on puisse avancer avec le sujet. Oui, mais j'ai suivi encore avec intérêt. Mais si les débats intellectuels n'ont plus leur valeur, où est la place? Où est le rôle des intellectuels? Oui, on ajoute la sagesse à l'intellectualisme. C'est ça. Les deux vont de pair. Ils vont de pair, voilà. C'est comme croissance et développement. Je suis un parti, je suis un parti d'accord, mais toutes les études qui ont été faites par le pasteur Agoudavi, il a partagé avec qui? Étant donné que vous connaissez, vous l'avez dit tout à l'heure, que vous connaissez au moins les critères ou les principes de toutes les ethnies du Togo. Oui. Vous avez dit tout à l'heure, pour vous paraphraser, que le pouvoir en place, ou bien les gens qui l'incarnent, ont étudié la morphologie de tous les acteurs politiques, ce qui fait aujourd'hui que la lutte qui est engagée depuis là n'aboutit pas. Je n'en disconviens pas. Mais là, en tant qu'homme de Dieu, quelle a été
les actes, ou quels ont été les actes que vous avez posés? Non, mais Ildefonse, on va avancer parce que l'homme de Dieu, on va prendre les actes de Dieu, effectivement. On va avancer, chers invités. Vous, si vous permettez, on va avancer avec la justice togolaise, ou la presse togolaise, qui est une nouvelle fois inquiétée par la justice togolaise. Nous avons appris le jeudi dernier, n'est-ce pas, que nos confrères Zesazia Douvor de Liberté, Carlos Keitoro de l'Indépendant Express et Abi Alpha du journal Le Rendez-vous inculpés par la justice togolaise. Ildefonse, vous avez connu un peu, vous connaissez un tout petit peu le sujet. De quoi il s'agit concrètement? Oui, je crois que les trois confrères Zesazia Douvor, Carlos Keitoro et Abi Alpha ont écrit et fait publier dans les colonnes de leurs journaux respectifs un papier sur un détournement d'argent d'un montant de 10 milliards que les ministres Ayassor et Femmes et Ayassor auraient détourné dans la construction des routes. Je crois que cette affaire a commencé avec une convocation à la HAC, puis après devant les officiers de police de la direction centrale de la police judiciaire. Et hier, ils ont été présentés par devant le doyen des juges d'instruction qui les a inculpés pour avoir publié de fausses informations et d'avoir diffamé le ministre Oté Ayassor. Je crois que quand nous avons pris langue avec leur avocat, il nous a été fait signifier que les confrères sont placés sous mandat, sous contrôle judiciaire et ils n'ont pas le droit d'aller encore en profondeur. C'est-à-dire qu'ils n'iront plus dans le fond du dossier. Bon, maintenant, la grande question est de savoir qu'est-ce que cela relève, qu'est-ce que cela réserve, puisque après cette première comparution, il y aura une deuxième comparution où on ira dans le fond du dossier. Mais ce qu'il y a lieu de retenir, c'est que ils ont été inculpés, mais leur culpabilité n'est pas pour autant prouvée, puisque l'avocat nous a fait signifier que au bout d'un jugement, il peut y avoir culpabilité. Donc, il faut que le procès tienne pour qu'on sache réellement si les inculpés ont raison ou pas. Donc, ce qui me fait froid au dos, c'est qu'il faut le relever aussi, c'est que depuis un moment, certains journalistes que l'on qualifie d'être critiques à l'endroit du pouvoir en place font l'objet de toutes les tracasseries. Vous rappelez ce documentaire qui a été publié sur la prison civile et que les confrères, au lieu d'être entendus par l'institution de régulation de la presse, ont été entendus par les services de renseignement. Et puis après, c'est le cas Abi Alpha et Zesazia Douvor. Et après, un troisième. Donc, je crois que c'est des actes qui n'encouragent pas les autorités publiques togolais, surtout pour un simple documentaire qu'on ait pris la décision d'écouter les journalistes par le service de renseignement alors que l'institution de régulation de la presse est là pour jouer son rôle. Je crois que c'est un recul de la liberté de presse. Recul de la liberté d'express. Pasteur Agoudabi, vous suivez forcément la presse togolaise parce que vous devez l'aller régulièrement. Alors, quel regard portez-vous sur ce fait? Oui, très bien. Vous savez, l'environnement togolais est beaucoup plus attiré par le sensationnel. Le sensationnel et non l'instructif. Tu vois une presse, tu vois un bon titre, tu commences à fouiller, l'analyse n'arrive pas à terme. Et c'est toujours un problème. Le sensationnel est mis comme ça comment l'appelle-t-on,
au vu aussi de tout le monde. Est-ce que c'est propre à la presse togolaise? Oui. Mais non, mais quand il y a la presse française et même américaine aussi aime le sensationnel. Bien sûr, toutes les presses doivent on l'appelle, comment vous l'appelez, titre là? La une. À la une, qu'on nous envoie à chaque fois sur nos tristes textos, que ce soit Le Point, que ce soit Figaro, que ce soit tout ça là, on nous envoie. Le sensationnel, vous savez, nous sommes dans un pays où on a besoin, je vais toujours revenir sur la base, on a toujours besoin d'éduquer la base. Mais lorsque la presse se lève, ce n'est que pour dénoncer, alors que les gens là, ils ont la force. Ayant la force, ils vont continuer à faire ce que vous ne voulez pas. Oui, mais est-ce que c'est pas bon de dénoncer alors qu'il y a des choses qui se passent? Bien sûr. Par exemple, ce sujet, il y a beaucoup d'éléments, mais... Mon ami avait parlé du roi David. De quelle manière Nathan avait dénoncé? Le rôle que Nathan avait joué, c'est le même rôle que Jean le Baptiste aussi a joué. Est-ce que vous voyez? Le rôle que Nathan avait joué, le roi s'est abaissé et a réellement pleuré à Dieu. C'est le psaume 51 que tout très bon catholique doit savoir réciter. Mon Dieu, dans ton amour. Est-ce que vous voyez? Alors que c'est le même rôle que Jean le Baptiste va jouer dans le Nouveau Testament. Lui, on lui a fait quoi? On l'a décapité. C'est-à-dire, une chose est vraie et la manière de transmettre est aussi autre chose. Voilà. C'est tout à fait normal. Hein? Donc, quand vous voulez changer une situation, il faut chercher les stratégies appropriées. Et les stratégies appropriées là, doivent être dans notre balance. Parce que l'homme, dans son entité, est né orgueilleux. Tout être est né dictateur. Aujourd'hui, voilà. Oui, c'est parce que aujourd'hui, toi, tu n'es pas à cette situation-là, voilà, que tu penses que l'autre là, il fait trop mal. Voilà. Mais qui sait? Quand tu auras la même position, qu'est-ce que tu feras? Et tout Togolais, dans son entité, nous ne voulons pas parler de la succession, par exemple, des premiers ministres, des localités, avec les changements, les impacts qu'il y a sur l'administration en général, le pays en général. Est-ce que vous voyez? Chacun, dans son aisance, veut ajouter quelque chose à la chose. Mais le journalisme doit amener les gens davantage à comprendre leur base, à comprendre pourquoi quelqu'un est en train de poser une action donnée. Il y a des journalistes qui m'ont invité, j'ai décliné. Je vous dis, dans ce pays, il y a des journalistes qui m'ont invité sur antenne. J'ai dit non, que je ne viens pas là-bas parce que tu ne sais pas poser de questions. Tu ne sais pas poser de questions. Je ne viendrai pas là-bas. Donc, c'est que nous sommes privilégiés alors. Vous voyez. Voilà. Donc, l'orientation du débat doit plutôt donner à la majorité des téléspectateurs, des téléspectatrices, à comprendre quelque chose d'important. Qu'est-ce qui peut amener la fédération, qu'est-ce qui peut amener les gens à être ensemble? Ça là doit plutôt être notre motif. Et le journalisme doit jouer ce grand rôle-là. Ce grand rôle est très important pour le journal. La communication. Voilà. Et Delphonse, on a l'impression que le journaliste ne dénonce pas bien. Non, mais avant de répondre à la question, dans le développement du pasteur, il a effleuré un point qui me semble un tout petit peu flou. Quand il dit tout homme est né orgueilleux, ou bien tout homme né dictateur. Mais la philosophie nous dira le contraire. L'homme naît avec toute une virtualité qu'il essaye d'actualiser avec le biais de la culture pour dire que
tout homme est le produit de son milieu. C'est là où je ne suis pas d'accord avec vous. Oui, l'autre aussi dirait que l'homme naît bon et c'est la société qui le corrompt. Voilà. Mais l'autre dirait l'adolescent trouve dans le groupe une convergence de sentiments qui le réconforte. Le groupe apporte beaucoup, mais n'exige rien en échange. Voilà. On va continuer, Défense, avec la question. Oui, est-ce que la presse togolaise ne dénonce pas bien? C'est notre rôle quand même de le faire. Je crois que nous arrivons à faire ce que nous pouvons. Et je suis d'accord en partie de ce que la presse fait le sensationnel. Ça, il faut le dire honnêtement. Mais là où je suis un tout petit peu gêné, c'est qu'on nous dise que il ne faut pas dénoncer pour dénoncer. C'est là où on nous dit il faut savoir dénoncer. Je donne un exemple avant qu'on l'aborde. Je vais un tout petit peu anticiper. Il y a eu des assassinats dans ce pays. Oui. Il y a eu des braquages dans ce pays. Si. La dernière en date, c'est de l'aéroport? C'est celui de notre confrère Abi Alpha. Ah, okay. 2 jours avant qu'il le comparasse par devant le juge d'instruction, il a reçu la visite des braqueurs. Mais bien avant, quand je fais allusion aux assassinats, est-ce que vous vous rendez compte que dans ce pays-là, je prends juste l'exemple de M. Joachim Atouté Agoubli, qui a été retrouvé mort sur la plage. Mais la responsabilité de cet assassinat incombe en premier lieu aux autorités togolaises. Parce que c'est un citoyen togolais qu'on a retrouvé, et de surcroît, un homme politique qu'on a retrouvé mort sur la plage. Elles ont pris leurs responsabilités en communiquant sur l'affaire et en nous disant que les enquêtes se poursuivent. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais eu écho des résultats de cette enquête-là. Mieux, un 12 janvier 2013, la capitale a été alertée de l'incendie du marché d'Adaoulato. Des deux marchés, des deux grands marchés de Lomé. Mais les autorités togolaises ont ouvert des enquêtes. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas situé la responsabilité des auteurs et des commanditaires. Plus grave, c'est que à l'aéroport, un lieu sensible, pendant plus d'une quarantaine de minutes, on a tiré à armes lourdes, très lourdes. Et jusqu'aujourd'hui, les autorités ont dit les enquêtes se poursuivent. Elles n'ont jamais abouti. Comment voulez-vous que la presse, en parlant de cette irresponsabilité, entre guillemets, des autorités togolaises, n'aille pas en profondeur? Parce que ça fait mal. Ça fait mal parce que aujourd'hui, et les assassinats et les braquages continuent de plus belle. Et ce qui est grave dans tout ça, c'est qu'il y a perte en vie humaine. Vous voyez, quand la presse en parle, par exemple, l'affaire des incendies des marchés, la science n'est pas arrivée à pénétrer le phénomène d'envoûtement, même de miracle, parce que la science est sceptique là-dessus. Elle a des limites. Mais quand un ministre de la Sécurité nous dit au cours d'une conférence de presse que les auteurs de cet incendie-là se sont retrouvés au cimetière Kamalodo, ont fait des incantations, se sont volatilisés dans la nature pour aller incendier un marché, mais on tombe des nues. Vous voyez, quand la presse se met à dire tout cela, mais on nous dira qu'on est en train de faire, qu'on n'a pas eu l'art de dénoncer. Je vous dis qu'il y a eu perte en vie humaine. Oui. Voilà, et je pense que c'est avec ce développement qu'on va aborder notre chapitre de l'actualité. On va parler de la recrudescence à présent des braquages à Lomé. Ces braquages pullulent, hein. On s'inquiète de cette situation, vu que nous avons des militaires maintenant partout à Lomé, nous avons la police de proximité, mais on continue à être braqué à Lomé.
je ne sais pas si vous êtes au courant également du phénomène. Oui, bon, vous savez, en réalité, la criminalité est un indice de développement. D'abord, la criminalité est un indice de développement et les grandes villes ont toujours la recrudescence de la criminalité. Et c'est pour cela que l'État doit assurer la sécurité des citoyens. Mais vu ce que nous avons constaté jusqu'aujourd'hui, est-ce que l'État incarne réellement la population? C'est la grande question qu'il faut se poser. Parce que c'est une hégémonie qui est là, où les plus puissants vont agir et phagocyter les plus petits. Et c'est ça qui explique d'ailleurs le niveau même des salaires, des revenus du pays. Parce que quand vous êtes riche, vous aurez à mener des actions. Voilà. Hégémonie dans tous les sens. Dans tous les sens. Est-ce que vous voyez? Donc, la personne est forte. C'est pourquoi on nous dit que pour arriver à bon port, il faut plutôt œuvrer pour ce qu'on appelle la décentralisation. Est-ce que vous voyez? La décentralisation, si réellement les populations prenaient en main leur sort, leur destinée, la sécurité va être beaucoup plus cernée. Mais au niveau de l'État, on ne sait pas qui a incendié, mais comment l'appelle-t-on? Les deux marchés. Moi, à Goudavi, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, le volet spirituel ne peut pas être dissocié. Parce que j'avais développé, même dans des journaux, beaucoup plus dans ce pays, l'agissement du chiffre 13. Oh, oui, effectivement. Et les incantations liées à cela. Même quand je lis dans la presse, je ne sais plus le numéro, et qu'on dit que le dimanche, le 13 septembre, ou bien 13 septembre, autour de 13 heures, un accident s'est produit et il y a 13 morts, 13 blessés. 6 morts du côté des militaires et 2 morts du côté des civils. C'est dans le communiqué du ministre de la Sécurité que je suis en train de transcrire. Voilà, effectivement. Bon, moi, en tant que serviteur de Dieu... Ça ne vous a pas étonné? Ça ne m'a pas étonné. Parce que vous comprenez ce que ça veut dire. Je comprends l'effet là. Je comprends ce qui s'est passé là-bas. C'est un sacrifice. Est-ce que vous voyez? Et c'est la même chose qui se produit depuis. Quand vous prenez le 27 avril 1960, calculez bien, vous allez voir 13. Ce n'est pas pour rien qu'on a retardé pour que ça soit là-bas. Et ça a évolué. Les criminalités que vous constatez un peu partout, le chiffre 13 a besoin du sang. C'est sa nourriture préférée. Et au fur et à mesure que le sang verse, c'est la force qu'on donne à ceux qui incarnent cela. Et vous pouvez sauter, aller au ciel et revenir. C'est comme ça. Tant qu'on ne veut pas comprendre, les soubassements spirituels de la situation dans le pays. Et on veut rester. Vous savez, vous ne pouvez jamais interdire à un manguier de produire des mangues. Si vous voulez que le manguier ne produise plus de mangues, attaquez-vous à la racine. Déracinez manguier pour que ça ne produise plus. Mais quand on se met à regarder les fruits, comment on a fait ça? Ça là s'est passé. Il y a criminalité. On a tué ici. On a fait ceci. Tout ça là ne sont que des fruits. L'arbre est là. Et le changement de l'arbre, ce n'est pas la rue. Voilà. Et défense? Je suis très intéressé par le chiffre 13. Ouais, je suis très intéressé par le chiffre 13 parce que je suis né le 13 avril.
Ça, on en parlera beaucoup. Je crois tout que comme moi, je suis né le 13 décembre. je crois que tout le développement qui a été fait tout à l'heure par le pasteur David doit avoir un peu de signification. Quand on se rend compte que tout juste après l'élection d'avril dernier, on avait voulu pousser les gens encore dans les rues et on a fini par comprendre aux côtés des personnes avisées qu'il ne fallait pas mettre les gens dans la rue pour verser du sang. J'ai pu comprendre. Maintenant, par rapport... Je ne vous intercepte pas. Quand vous avez parlé de négociation, bien de quoi là, comment on l'appelle, pouvoir-opposition là. Oui, c'est le dialogue. Le dialogue. Vous allez constater que quand on dit on veut dialogue. Le premier est convoqué quand? Le 13 mars. Et quand vous êtes là, vous tergiversez. Pour le deuxième, c'est 13 avril qu'on convoque. C'est-à-dire, c'est pour... Vous savez, les valeurs spirituelles, si vous ne voulez pas rentrer dedans, vous ne voulez pas comprendre, vous allez toujours vous heurter à des choses que vous n'allez pas comprendre. Oui, on peut comprendre, on peut comprendre parce que vous savez que tout juste après cette élection-là, quand l'explosion a eu lieu à Ouassem, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais là, par rapport au braquage dont nous avons fait cas tout à l'heure, j'ai toujours dit, je ne comprends pas pourquoi tous les ans il y a recrutement. Dans les services de sécurité, dans les forces de l'ordre et un peu partout, il y a recrutement. Mais nous avons poussé loin nos investigations. Personnellement, j'ai interpellé des députés là-dessus. Mais comment se fait-il qu'il y a tout ce recrutement, il y a le grand banditisme, il y a le braquage, il y a les assassinats, et puis bon, mais les députés ne disent rien. Et les députés m'ont dit, nous avons interpellé les responsables de la sécurité, à savoir le ministre de la Sécurité, le ministre de la Défense. Mais aujourd'hui, le ministre de la Défense, ça va être le chef de l'État lui-même, puisque le ministère est attaché à la présidence de la République. Effectivement. Alors ils ont dit, ils sont interpellés des fois lorsque les travaux de l'étude du budget s'annoncent pour demander à ces responsables, qu'est-ce que vous avez besoin pour la sécurité de l'État? Alors, la réponse qui m'a été servie, c'est que ces responsables de sécurité ont dit, c'est un sujet très sensible, nous ne venons pas. Alors, à côté, vous allez voir les mêmes députés qui nous disent, quand ils ont poussé loin leurs investigations auprès des autres responsables de sécurité, ils disent, mais vous savez, on n'a pas de matériel, on n'a pas une source de financement assez adéquate pour mettre de l'essence dans nos véhicules. D'ailleurs, on n'en a pas. Au-delà même des recrutements dont j'ai parlé tout à l'heure, de la convocation des responsables de la sécurité, au-delà des deux choses. Mais posons-nous la question de savoir, si je n'étais pas sur ce plateau avec vous, je n'allais pas comprendre certaines choses, mais voilà, je les explique quand même. Posons-nous la question de savoir que valent les services de renseignement dans notre pays. Parce que ces agents de renseignement ne sont pas là pour écouter juste les journalistes et non pour traquer les opposants. Mais quand on parle du grand banditisme au Togo, il faut que ces agents de renseignement pénètrent ces zones où sont préparés ces coups. Parce que, quelque part, ils doivent avoir un abri. Où sont fomentés ces coups-là? Mais que valent les agents de renseignement dans notre pays? Est-ce qu'ils sont là? Ils écoutent plus ces journalistes? Oui. Ah, mais c'est ça. Mais, et au-delà de ça, au-delà des auditions des journalistes, on a comme l'impression que les services de renseignement sont là juste pour le chef de l'État et pour les membres du gouvernement. On a l'impression que les services de renseignement sont là pour barrer la route au coup d'État, au renversement du pouvoir. Et pour la sécurité des populations, c'est pas trop leur problème. Voilà. Alors, quelqu'un qui m'a suivi cette semaine sur une chaîne où je développais ceci m'a interpellé après pour me dire, c'est parce que ces braqueurs-là n'ont pas été zigouillés ou bien par les autorités ou les membres de ces autorités-là, qu'elles ne prennent pas leurs responsabilités. Mais au-delà de cela,
Posons-nous la question de savoir, quand il y a ces grands banditismes, quand il y a ces braquages qui sont faits des fois par des armes lourdes, qui sont ceux qui détiennent les armes au Togo? Est-ce que tout le monde est autorisé à avoir un permis de port d'armes? J'ai mené mes petites enquêtes. Non, il y en a. J'ai mené mes petites enquêtes. Il faut débourser au moins 2 millions. Donc, ce qui veut dire que nous trois, sur ce plateau, nous ne pouvons pas débourser 2 millions pour avoir un permis de port d'armes. Alors, tous ceux-là qui foutent le bordel, tous ceux-là qui sèment la terreur dans le pays, avec des armes lourdes, puisque à l'aéroport, c'est des armes de guerre, on a dit. Ces armes-là, qu'elles appartiennent. D'où proviennent-elles? C'est la grande question. On va finir avec ça. On va finir avec voilà. Vous savez, c'est pour cela. Est-ce que vous avez une fois entendu un politicien, un chef d'État, qui fait discours et parle d'intérêt général de la nation? En politique? Non, mais je comprends. Non, mais intérêt supérieur de la nation. Non, à cause de l'intérêt supérieur de la nation, on peut tuer quelqu'un. Oui, voilà. Juste pour vous appuyer en disant qu'en politique, n'est vrai que ce qui n'a pas été dit. Ils ne le disent jamais. Voilà. Et en politique, il n'y a rien de vrai. Toute déclaration politique est colorée de mensonges. Personne ne peut faire la politique et faire des déclarations publiques et 100% vrai. That is not possible. Voilà, merci à vous d'être passé sur ce plateau. C'était un plaisir, pasteur, de vous avoir reçu sur ce plateau pour le compte de l'émission Le Point. Nous portons toujours ouvert. Vous pouvez passer quand vous voulez. Je rappelle que c'était le pasteur Abou Davi. Il est l'ancien président national du Conseil des associations de la société civile, des organisations syndicales du Togo. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci également à vous, Ildefonse Paquet, habitué sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes journaliste et directeur de publication du journal La Gazette du Golfe. On se retrouve, mesdames et messieurs, la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour un tout nouveau rendez-vous avec l'actualité. Au revoir.